d'attaquer le sujet. Combien sont hôteliers et hôtelières parmi vous? Étudiants? Autres? Et autres, c'est quoi? Bon, lui, on connaît, mais... Consultant. Ok, merci. Donc, il y a 3 personnes sur la table ronde qui vont se présenter chacune à leur tour. Alice, je te laisse commencer. Bonjour à tous, donc Alice Zakin, je suis la fondatrice de cabinet Expertéo, qui a pour vocation d'assister, d'accompagner les hôteliers dans leur revenu management, dans la commercialisation de leur offre, dans l'optimisation de leur chiffre d'affaires, et je rentrerai tout à l'heure plus en détail sur ce qu'est le RM à proprement parler, qui sont les disciplines qu'on couvre en fait auprès des établissements généralement indépendants. Bonjour à tous, je suis Karine Boursier, directrice de l'hôtel Hermitage de l'Oasis à Mandelieu. Donc, hôtel 4 étoiles, 36 chambres, ouvert environ de mars à octobre. Je dis environ parce que depuis 2019, on ne sait plus trop où on habite. Mais voilà, et je suis très heureuse d'être là pour partager avec vous ma petite expérience de revenu management et de flexibilité pendant cette période difficile. Bonjour à tous, je suis Céline Risseau, directrice des ventes du Cap d'Antibes Beach Hotel. C'est un établissement relais et château qui est ouvert en saison, qui a ouvert en 2009, en fait une nouvelle construction, et on est affilié chez Relais et Château depuis 2010. L'établissement, un peu comme celui de Karine, est ouvert généralement de fin mars jusqu'à la mi-octobre. L'établissement ferme le 10 octobre. Voilà, donc merci d'avance pour votre attention pour ce tour de table. Merci. Avant d'attaquer le sujet, comment s'est passée la période, la mauvaise période, et comment s'est passée la relance depuis le printemps? Je commence. Voilà, la période en fait pour l'année 2020 et 2021, globalement, je peux dire que pour le Cap d'Antibes Beach Hotel, elle s'est bien passée. On est un établissement en relais et château, de petites structures, et du coup l'affiliation à une marque française a vraiment profité au taux d'occupation, je dirais, et à favoriser les flux de réservation vers un hôtel qui a une taille humaine. Donc c'est vrai qu'à notre niveau, je dirais qu'à part le premier mois où on a rouvert, c'est-à-dire le 5 juin 2020 ou le 19 mai 2021, le premier mois était un petit peu tendu en termes de taux d'occupation. Ça a été à peu près de l'ordre de 60% pour le mois de le mois de mai cette année, 71% le mois de juin l'année dernière. Et après, les autres mois ont été similaires aux années précédentes, voire meilleurs sur le mois d'août et de septembre, précisément, pour le Cap d'Antibes Beach Hotel. Malgré le changement de clientèle, plus de clientèle américaine, pas de Russes, pas de tout ça? Alors effectivement, c'est un établissement relais et château. Traditionnellement, le top 3, c'est la clientèle française, UK et américaine. Donc c'est vrai que sur l'année 2020, on a complètement enlevé les Américains, mais on a quand même eu du UK en numéro 2. Sachant que notre clientèle française, c'est notre première clientèle avec la marque relais et château. Du coup, on n'a vraiment pas trop senti cette différence-là, et on a même performé sur nos chiffres, sur notre RevPAR et sur notre prix moyen. Ce qui a été quand même une grande surprise, parce qu'on pense que la clientèle française a moins dépensé, et en fait il y a quand même de la clientèle française qui a les moyens et qui dépense. Merci. Alors j'ai une photographie un peu similaire à celle de Céline. Effectivement, on a fait le choix en 2020 d'avoir une toute petite saison et d'ouvrir en juillet pour le coup, et de fermer mi-octobre. Ceci étant, on a quand même fait une saison très très correcte. Quant à celle de 2021, on a été aussi extrêmement surpris, parce qu'évidemment les perspectives, on était complètement aveugles en fait. On ne pouvait pas prendre de marqueurs sur les années, on ne savait plus à quel sens vouer, si je puis m'exprimer ainsi, et on a été très agréablement surpris de devoir revenir effectivement une clientèle qui payait. Moi j'ai aussi augmenté le prix moyen, et j'ai un taux d'occupation qui a été plus qu'honorable cette année. Donc c'est plutôt très positif, et voilà, mon prix moyen
carrément bandit. Donc, voilà, après on parlera un peu plus du parti pris que j'ai pris à l'hôtel pour ça. C'était un peu un pari en fait. Hein. Un peu de l'intuition, un peu un pari. Et ça a été plutôt positif. Merci beaucoup. Et parmi les hôteliers dans la salle, est-ce que vous avez été dans la même situation ou est-ce que ça a été plus, moins? Vous pouvez nous faire des... C'est bien ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui répond. Guylain, si je peux me permettre, à côté de ma position de directrice des ventes au Cap d'Antibes Beach Hotel, j'ai aussi la chance de présider le club des commerciaux des maisons relais châteaux du sud de la France, qui représente 39 maisons relais châteaux qui sont en fait positionnées entre le Luberon, les Alpes de Haute-Provence, une partie de l'Occitanie, tout le Var et la Corse également. Nous avons fait une réunion lundi dernier au domaine de Fontenille, qui est un membre relais château, et nous avons pu échanger à l'oral sur notre retour et débrief de la saison. Globalement, sur les 23 personnes qui étaient présentes à cette réunion, seulement très peu de maisons n'ont pas performé, et nous avions justement demandé lors de notre tour de table à l'oral de faire un cumul de chiffres de la période d'ouverture 2021 jusqu'à septembre, en référence à 2019. Donc la même période de référence, mais pour 2019, qui était quand même dans le passé une année référence, si on peut dire. Et l'ensemble des maisons ont bondi, comme l'a dit Karine tout à l'heure. Certaines maisons ont fait même des progressions de plus de 90 € hors taxe sur le prix moyen. Voilà. Et en termes de points de taux d'occupation, ça pouvait même aller parfois jusqu'à 10 points de taux d'occupation sur une période cumulée. On ne parle pas que des mois d'août ou du mois de juillet isolé, c'est vraiment la période cumulée depuis l'ouverture de l'établissement en rapport à 2019. Merci beaucoup. Alice, tu nous parlais un petit peu de revenu management. Qu'est-ce que c'est ta définition du revenu management? Vous avez 2 minutes ou pas? 10. Donc, le RM. Et en fait, les différents points qui viennent d'être évoqués illustrent bien la façon dont on l'envisage aujourd'hui, dont on l'a envisagé avant la crise sanitaire et la façon dont on peut se projeter. On a souvent tendance à penser que le revenu management, c'est jongler avec les prix. On entend tous les jours, quand certains hôtels nous disent « Non, mais moi j'en fais déjà ». C'est jouer au yo-yo avec les prix, positionner des prix bas quand ça ne marche pas, des prix hauts quand ça marche. En gros, c'est souvent ce qu'on entend. C'est jamais vraiment ce qu'on a cru, nous, et ce qu'on applique au quotidien avec les hôtels. C'est-à-dire que la notion de pricing, effectivement, fait partie du revenu management. Mais ce qui aujourd'hui prime, et ce que l'expérience de la crise sanitaire nous a appris, c'est que le revenu management, c'est certes du pricing, mais c'est aussi configurer les offres, les faire évoluer, voir sur quel canal de distribution on peut les vendre et comment faire avec ce qu'on a. Et ça, on a tendance à penser que c'est pas du revenu management, mais ça en est pleinement, parce que c'est ça qui nous a permis de générer de l'offre. Si on résume, le revenu management, c'est créer de l'offre quand elle n'est pas spontanée et optimiser le revenu quand on a de la demande. On a, nous, énormément travaillé, donc nous, on travaille avec à peu près une centaine d'établissements. Si j'enlève les établissements parisiens, parce que c'est un cas assez particulier et on en sort vraiment tout difficilement, le fait d'avoir pu s'adapter, et on reviendra un petit peu sur ce principe-là, à chaque annonce, à chaque période, à chaque possibilité qu'avaient les clients potentiels, a permis non seulement dans des périodes pour les hôtels qui sont restés ouverts, d'avoir de bonnes performances, mais en plus de préparer la haute saison. Et le meilleur exemple qu'on puisse donner par rapport à ce que vous disiez, c'est de dire, effectivement, on n'avait pas de clientèle internationale, donc où est-ce qu'on allait chercher la clientèle française à fort potentiel? La clientèle à fort potentiel, on savait qu'on l'avait dans notre base de données clients, donc on a travaillé avec les établissements pour justement aller chercher cette fameuse clientèle française. Donc d'une, on gagnait plus en prix moyen parce que c'était de la clientèle directe, et de deux, on allait chercher les clients là où ils étaient et là où ils pouvaient voyager. Et on dit souvent que effectivement les Français ne dépensent pas comme la clientèle américaine, sauf que tous les Français qui pouvaient partir, qui n'ont pas pu partir cette année faire le tour du monde dans des destinations lointaines, se sont rabattus sur la France et ont dépensé leur budget sur la France. Donc voilà pour ce que je dirais du revenu, qui est une discipline beaucoup plus globale et qui ne se limite pas à des algorithmes ou à une simple variabilité du prix. D'ailleurs, est-ce que vous avez des outils de revenu management?
Oui. J'ai Alice. Si on dit que c'est un outil, on va se faire... Attention. Attention. Elle est pratique. Voilà, 24-24 quasi. Céline? On n'a pas d'outil de revenu management au Cap d'Antibes Beach Hotel puisque je gère le yield management avec mes équipes et je fais effectivement comme l'a dit Alice, en fait on utilise vraiment plusieurs KPI. On n'utilise pas seulement la remontée de prix ou la descente de prix en fonction du prix du marché. On observe justement tous ces indicateurs-là et on a eu récemment la chance de pouvoir s'occuper d'un gros canal d'hôteliers au mois de septembre et d'optimiser de 10 points notre taux d'occupation sans le soutien de ce canal de distribution. On peut avoir le nom? Booking.com. Très bien. Donc vous voyez, c'est possible de vivre sans Booking. Et je pense que c'est exactement ce qu'on disait, la crise sanitaire a beaucoup joué là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, il fallait aller chercher les clients, il fallait aller leur donner des nouvelles, il fallait leur dire quand est-ce qu'on allait rouvrir, ce qu'on pouvait proposer comme service, comment est-ce qu'on s'adaptait à la crise sanitaire, et ça, on peut le faire qu'avec ses clients directs. Donc avoir un CRM était quelque chose d'indispensable, savoir s'en servir, savoir optimiser l'outil était primordial pour aller chercher cette fameuse clientèle directe, encore plus que d'habitude. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Il n'y a pas d'outil de management en PMS, en CRM En PMS, on est sur Protel. En CRM, on utilise la version de Sage. Après, pour parler plus concrètement en fait, de la manière dont on recrute les clients, on a au Cap d'Antibes Beach Hotel, en tout cas moi j'ai vraiment voulu axer sur les réseaux sociaux. Et en fait, au mois d'avril, j'ai lancé des séries de live où j'ai voulu donner en fait un visage à l'hôtel pour être vraiment proche de notre communauté. On voit beaucoup de live d'influenceurs, on ne voit pas vraiment de live d'hôteliers. Et j'ai eu envie de tester ça et on était les premiers. Je pense que peu d'hôtels peut-être l'ont fait, hein. J'ai pas la connaissance vraiment sur le monde entier, mais ça a eu beaucoup de réactivité derrière et ça a ramené du business par la suite avec des réservations directes et de la communication autour de nous. Donc ça a été une nouveauté aussi pour cette année. Et des clients qui consomment en dehors de la chambre? Exactement, oui, parce qu'on a augmenté sur tous nos points de vente nos résultats. Là, on a fait un focus sur la partie hébergement, mais je crois qu'Alice sera d'accord de confirmer que le revenu management, ce n'est pas seulement que de se focaliser sur le CA de room only, mais aussi voir comment on peut optimiser la vente des autres points. Surtout quand ils deviennent indispensables. Oui. C'est-à-dire quand on a eu tous les restaurants fermés et qu'on voulait, parce qu'on a quand même pas mal d'établissements qui avaient une saisonnalité mais qui ne fermaient pas aussi longtemps que ces établissements-là, qu'on a tenté de laisser ouverts. Bon, pas pendant les 4 semaines de confinement, ça n'avait aucun sens. Mais dès qu'on a pu rebouger, même si c'était à 100 km, même si c'était avec les restaurants fermés, de voir comment est-ce qu'on pouvait créer de l'offre avec toutes les prestations annexes que peut proposer un hôtel ou avec les prestations annexes qu'il peut trouver aussi à portée de main, qu'il peut trouver avec des partenaires. Voilà, donc il y avait une vraie synergie qu'il y a toujours eu, mais qui, je pense, a vraiment pris son sens dernièrement. Karine, qu'est-ce que vous utilisez? Moi, j'ai Asterio en PMS et Synexis en Channel. Ok. CRM, c'est sur Asterio, vous gérez toute la partie CRM, les relations avec les clients. Ouais. Ok. Merci. Après, on fait des newsletters. Voilà, on a aussi une forte. On est un hôtel ancien et on a une forte clientèle de fidèles, de repeaters, et on est très actif auprès d'eux. On a une politique très familiale dans l'hôtel et ils aiment, voilà, ils retrouvent. Se sentent comme à la maison. Ouais, exactement. Et c'est là-dessus qu'on travaille, effectivement. On a la chance d'être un petit hôtel et de charme. Ils sont comme à la maison, avec le service hôtelier en plus. Et on sent vraiment que les gens cherchent ça. Enfin, en tous les cas, nous, les retours qu'on a, je digresse un peu, mais les retours qu'on a par rapport à la clientèle, c'est qu'ils aiment se sentir accueillis. Les gros hôtels de chaîne, c'est quelque chose qui
ne cherchent plus en fait. Ou alors c'est le corporate, voilà, c'est pas la même clientèle. Moi, c'est pas sur cette clientèle-là que je travaille. Voilà, c'est vraiment sur la clientèle, le loisir. Parmi les nouvelles clientèles que vous avez touchées cet été, vous pensez qu'elles vont revenir? Alors, moi je pense. Oui. En fait, Karine a dit quelque chose, elle a soulevé quelque chose qui est très essentiel, je pense, surtout après cette période de confinement dur, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on a parlé de 2021, mais tout ça a vraiment pris effet à partir de 2020. Voilà, ce confinement dur, il a déclenché chez beaucoup de personnes des émotions. Et en fait, ça a changé beaucoup le comportement des clients. Certains se sont sentis oppressés, d'autres ont eu envie de se rapprocher de ceux qui étaient tout d'un coup éloignés. Ça ne leur posait pas de problème d'être éloignés de la famille, mais tout d'un coup, le fait de se retrouver chez eux, on a une prise de conscience. Donc, chacun à son niveau a réagi par rapport à cet enfermement. Et du coup, pour les clients, pour revenir au sujet, les clients qui sont habitués, c'est un peu le principe d'un hôtel familial. On n'a pas d'hôtel de grande capacité ici, mais c'est vrai que l'idée, c'est de créer des relations. On a toujours fait ça avec nos clients pour les fidéliser, pour les avoir d'année en année, parce que ça rend la relation pérenne aussi. Donc en fait, ils se sont même sentis comme des membres de la famille. C'est-à-dire qu'ils nous ont eux-mêmes contactés, et je pense que ça doit être le cas pour Karine aussi, en appelant, en disant « mais comment ça va ? Comment vous faites ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les employés vont bien ? Est-ce que tout le monde est safe ?» Et ça a eu lieu en 2020, mais ça a eu aussi lieu en 2021. Et la relation, elle a été que décuplée par rapport à ça. Et il y a eu aussi le phénomène de nouveaux clients, parce que les clients français ont plutôt l'habitude de partir à l'international, en tout cas ceux qui ont le potentiel de venir dans des hôtels luxe de la Côte d'Azur, ils partent à l'étranger l'été. Et là, ils n'avaient pas d'autre choix que de rester en France. Et même cette année, il y a eu un phénomène de plan B. Les grandes familles ont réservé à l'étranger et ont réservé de beaux hôtels en France. Donc il y avait 2 réservations simultanées, histoire de s'assurer d'avoir un bon plan dans les 2 cas. Bon, finalement, avec ce qui s'est passé, les ouvertures de frontières qui ont tardé, ils sont restés chez nous. Mais ils sont revenus aussi. Et ils sont revenus 2 fois dans la saison pour certains. Donc, on les a fidélisés. L'idée maintenant, c'est qu'ils aillent à l'international pour l'été pour qu'on accueille les internationaux et qu'ils reviennent nous voir sur les ailes de saison quand on a besoin d'eux. Donc, parmi les bonnes pratiques que vous avez mises en place pendant le Covid, qu'est-ce que vous allez conserver? Vous leur avez écrit plus? Vous avez fait quoi? Alors, oui, moi je leur ai écrit davantage, effectivement. Et j'ai aussi fait le choix, ça c'est un parti pris que moi j'ai pris et que Céline n'a pas pris, j'ai fait le choix de l'hyperflexibilité des conditions générales de vente. Voilà. Alors je n'ai pas du tout, je n'ai pas succombé à la peur d'un hôtel vide et de baisser les prix en 2020. Parce que je vous avoue que ça m'a quand même traversé l'esprit, parce qu'on ne savait pas du tout ce qui pouvait se passer. Mais on a conservé des prix hauts et on s'est axé sur la flexibilité. Alors, je me suis dit, bon, annulation jusqu'à J-3, ça va donner quoi en fait? Et finalement, ça passe bien parce que les gens, c'est ça, ils cherchaient plus un prix en fait. On s'est rendu compte que les gens ne cherchaient plus un prix 2020 à 2021. 2022, je ne suis pas aussi, je me suis pas aussi assurée sur le sujet parce que je pense qu'on revient à une vie normale. Mais en tous les cas, les gens ne cherchaient plus un prix, ils cherchaient de la sécurité. Voilà. Et la sécurité, c'est pouvoir se retirer au dernier moment, pouvoir être sûr que je peux enlever mes billes. Je peux récupérer mes billes, même si allez, j'ai envie de rêver, je fais une réservation, je m'engage, mais je m'engage pas. Voilà, on demande quand même un numéro de carte pour que les gens fassent un pas vers nous. Mais effectivement, l'hyperflexibilité, eh bien, tous ceux qu'on a réservés en direct, tous les clients directs, c'est-à-dire que je décroche le téléphone ou sur notre site, il y a eu très très peu d'annulations. Alors, je ne vous parle pas de Booking, Booking, Expedia, évidemment, là, c'est plus facile, derrière un écran, on clique, on annule. Je me suis amusée à regarder sur mon PMS
effectivement le nombre d'annulations qu'il y a eu, heureusement qu'on ne les fait plus à la main, hein, les saisies, parce que voilà, je crois que j'aurais eu une grève en réception. Mais voilà, l'un dans l'autre, la balance fait qu'elle est positive. Et voilà, pour moi, c'est un parti pris qui a fonctionné. Je pense qu'en 2022, je ne ferai pas le même pari et je pense que je vais revoir ma stratégie à ce niveau-là en 2022. Par contre. Okay, donc, écrire plus, être plus flexible. Oui. C'est hyper adapté en fait, on est comme tout le monde, on écoute les infos, on sent la société, on sent les gens qui sont autour de nous, voilà, ils ont peur, ils n'ont pas peur, ils ont envie de s'engager, on s'adapte, on n'est pas des professionnels dans une bulle de cristal, on est à côté des gens, enfin, on est des gens, même nous quand on veut voyager, on se dit qu'est-ce que je ferais. Donc ça n'a rien de compliqué, ça n'a rien de compliqué. Il faut être à l'écoute, je pense. Okay, merci. Céline, donc pas d'hyperflexibilité chez vous? Alors, j'irai pas jusqu'à l'hyperflexibilité. On a été flexible au cas par cas, mais on a la chance d'avoir un établissement, un produit. En fait, on a pris le parti de valoriser le produit. En étant en charge des ventes, ça veut dire à la fois la communication, le marketing, les réseaux sociaux, la stratégie commerciale et la supervision des conditions de réservation et des cas par cas par rapport aux demandes d'annulation. J'ai voulu donner de la valeur au produit. On est un établissement qui a 35 chambres, qui est posé sur une plage de sable fin avec un accès direct à la mer. Entre le Lavandou et Menton, il n'y a que 4 établissements qui ont la même position que nous sur du 4 ou 5 étoiles. Donc c'est vrai qu'à partir de là, sachant qu'il y allait avoir un gâteau sûrement très grand à se partager, mais aussi une clientèle qui a voulu s'orienter vers de petites structures et pas forcément de gros établissements qui peuvent brasser beaucoup de monde et qui au départ a effrayé. Et c'est ce qui explique aussi que certaines maisons en relais châteaux, dont j'ai parlé tout à l'heure, ont fait un gap énorme sur la progression de leur chiffre. C'est parce que les clients ont fui au départ les côtes et la mer. Et nous, on a rempli un peu plus tard, en fait, en 2020. En 2021, il y a eu un effet totalement inverse. Comme les Français étaient un peu déjà échaudés et avaient eu un premier tour de piste, ils se sont dit, avec cette fameuse histoire de plan B, on va s'y prendre à l'avance. Et du coup, là, ça a été vraiment l'effet inverse. Mais dans les deux cas, on a été flexible parce qu'avant, nos conditions d'annulation, c'était 30 jours. Voilà. Donc là, on a baissé à 14 jours pour l'été. Et je pense qu'on restera à 14 jours jusqu'en 2022 parce que beaucoup d'Américains maintenant vont revenir. Et les Américains sont très joueurs avec la flexibilité. Mais on n'ira pas en dessous de 14 jours, même si d'autres hôtels, pour être juste en face de Cannes ou avoir des concurrents très proches, sur le Cap d'Antibes et à Jean-les-Pins, se mettent sur des dates qui, en fait, des possibilités d'annulation gratuite jusqu'à voir 24 heures sur la croisette. Donc c'est sûr que nous, on veut résister parce qu'on valorise le produit. On valorise la valeur relais château, le service humain, et on humanise vraiment les relations qu'on peut avoir avec les clients, tous canaux de distribution confondus. Même si, là, j'ai parlé tout à l'heure qu'on avait supprimé sur septembre, on va quand même garder une partie des outils, on va faire une transition sur 2 ans. L'idée, c'est qu'en 2023, on ne soit plus distribué par les outillés et qu'on puisse être autonome en distribution, ce que j'espère. Ce sera un gros pari, un gros challenge, bien sûr. Mais voilà, avec 12 ans d'ouverture maintenant derrière nous et de la communication et tous les autres outils qui sont autour de nous et à notre disposition, on peut peut-être arriver à réussir ce pari. Donc vous aussi, vous avez écrit plus? Un peu plus de flexibilité? On n'a pas plus écrit. En fait, les clients sont venus à nous directement par téléphone. On a communiqué avec eux. Mais moi, vraiment, pour la part des clients, c'était les réseaux sociaux avec ces lives. Toutes les semaines, il y avait un live. Alors, le premier live, j'ai annoncé les lives toute seule en direct d'une suite. C'était le moment du coucher de soleil. Je leur disais, bon, bah voilà, je vous rappelle les moments. Est-ce que vous vous souvenez comment c'était le coucher de soleil pendant vos dernières vacances? Après, c'était un live avec le chef sommelier, on leur a fait découvrir les coulisses, la cave. Après, c'était le chef dans les jardins. Après, c'était avec la spa manager pour parler un peu plus de ses pratiques beauté, bien-être, etc. Voilà, on a fait des lives un peu comme ça avec tout le monde.
Et puis on a fait un dernier live le jour de l'ouverture. Après, bon, la saison a été lancée. Moi, je bascule sur les opérations, donc moins de disponibilité aussi pour ces lives. Et puis les clients, une fois qu'on a ouvert, ils étaient, eux aussi, ils étaient plus connectés, quoi. Ils voulaient sortir, profiter, etc. Donc c'est tombé bien comme il faut. Mais pour garder le lien, je pense aussi que le nouveau site internet qui a été lancé en fin d'année 2020 a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, sur le dernier trimestre, par exemple, pour le Cap d'Antibes Beach Hotel, mes données de Google My Business me disaient que les pages avaient été consultées 680 000 fois sur les 3 derniers mois. Voilà. Merci beaucoup. Je fais un petit clin d'œil à Nathalie de CSP France. Voilà. L'agence qui s'est occupée de notre site internet et avec qui on a fait un très gros travail de repositionnement du site, parce que c'est une vitrine aussi, le site internet. Il faut se dire que même si les hôteliers sont des comparateurs de tarifs et peuvent apporter un trafic, l'idée c'est aussi d'essayer de les reconvertir en direct, et une belle vitrine, une optimisation. Voilà, pensez comme l'a dit Karine tout à l'heure, on est client nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on attend quand on va réserver nos vacances sur un site d'hôtel? Bon, on a pensé le site comme ça en fait. Parce qu'à un moment donné, le professionnel et le côté paraître, c'est bien, mais il faut aussi que ce soit fonctionnel et qu'on arrive directement à l'information. Okay. Et en termes de réactivité, comment ça s'est passé chez vous? Qu'est-ce que vous avez changé du côté réactivité? Parce que vous avez changé les KPI, vous en avez parlé tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce qui a vraiment changé? Comment vous faites? Vous réagissez dans l'heure, dans la journée, dans la semaine? Comment ça se passe? Alors là, ça y est, je sens Alice qui a envie de parler. On va la laisser parler sinon. Alors là, si on branche sur le sujet, excuse-moi. Déjà, je voulais juste rebondir sur 2-3 petites choses. Je pense qu'il faut vraiment différencier l'hyper-flexibilité de la période Covid et ce qui se passe maintenant. Mais même dans la période Covid, il y avait les confinements, il y avait les post-confinements, il y avait au moment où on avait un peu plus de liberté. Et j'abonde dans le sens de Karine sur l'hyper-flexibilité à ce moment-là, qui me semblait indispensable. Et on revient petit à petit à des conditions, et c'est un peu l'objectif là, de revenir à des conditions qui sont... des conditions qu'on a déjà connues, avec une hyper-flexibilité quand on peut le faire, mais avec aussi des tarifs plus contraints, et d'essayer d'avoir un panel assez large qui puisse répondre à toutes les demandes qu'il y a. À mon avis, il y a une chose qui va rester vraiment de cette période-là, parce qu'effectivement la clientèle internationale va revenir, et nous on le voit beaucoup. Il ne faut pas oublier que le télétravail s'est fondamentalement installé dans les entreprises, et il suffit de regarder un petit peu autour de soi et voir que ça perdure. Et ça peut être aussi une aubaine pour les hôteliers, à condition d'avoir des offres qui répondent à ces demandes-là. On se demande toujours comment est-ce qu'on va remplir les dimanches soirs. On se demande toujours comment faire avec ces fameux jeudis ou ces fameux lundis. Et je pense qu'il est intéressant de se pencher sur la question. Je ne dis pas que demain ça va remplir à 80%, mais il est intéressant de se pencher sur la question. Et pour en revenir à l'hyperflexibilité dont tu parlais, il faut faire attention à ce qu'on entend par hyperflexibilité. Réactivité, oui, mais du tarif en fait. L'hyperréactivité, c'est aussi de l'hyperflexibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut réagir systématiquement quand on a un tarif qui évolue dans un sens ou dans un autre, ou un hôtel qui ne se remplit pas dans un sens, ou qui se remplit trop vite? Je pense que là maintenant, on arrive au fonctionnement d'avant. C'est-à-dire que si on commence à jouer au yo-yo avec les tarifs, ça n'aura pas d'impact là comme ça n'en avait pas il y a 3 ans. Le seul moment où il a fallu faire preuve vraiment d'une énorme réactivité, c'est quand on était dans des situations qui étaient en évolution permanente et sans savoir ce qui allait se passer dans 15 jours. Donc là, effectivement, il fallait réagir. On avait une annonce et il fallait réagir dès le lendemain et proposer des offres qui étaient adéquates. Aujourd'hui, on peut commencer à se replanifier, à se repositionner, à voir un petit peu comment le business va évoluer. Et donc, travailler sur une hyper-réactivité permanente risque de tirer les prix vers le bas, alors que je suis très contente de voir qu'on est censé parler de RM depuis le début. Et je dis censé, on a parlé de clients, on a parlé de déprime des clients, on a parlé de relations avec eux, on a très peu évoqué la notion de prix et de KPI classique. Et c'est justement pendant cette transition-là que tous ces éléments sont importants, et de faire attention de ne pas retomber dans les travers de « mon hôtel n'est pas rempli, vite je baisse mes prix ». On va comparer des périodes de manière un peu différente, c'est-à-dire que là, on compare un week-end avec le week-end précédent, le week-end encore d'avant, alors que d'habituellement on compare avec la même période N-1. Donc il faut réadapter un petit peu pour justement pas tomber dans ces travers. Ça va, hein, on a pas... Moi il y a un truc qui a été intéressant, c'est en fait le fait qu'on n'ait pas parlé de tous ces KPI, en fait ils sont sous-jacents.
C'est juste que la période a amené ça, et en fait, je suis peut-être pas tout à fait d'accord dans l'idée que, ou peut-être j'ai juste mal compris, quand on dit que par rapport à ce moment-là d'incertitude, il fallait réadapter constamment son offre. C'est ma propre expérience, donc je ne peux pas avoir un avis vraiment global, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que les clients, quand il y a eu tous ces changements vraiment qui n'ont pas arrêté, qui ont été faits à répétition, ces mises à jour, etc., nous, on n'avait pas du tout de réservation à ce moment-là. Voilà. Il y a eu vraiment une période d'attente. Les gens ont vraiment pris le parti de dire, bon, maintenant, stop, on observe ce qui se passe aussi. Et à partir du moment où il y a eu une clarification qui a été amorcée, une nouvelle possibilité, le gouvernement qui a annoncé que les vacances seraient possibles, etc. Là, on a senti une vague, une demande. Et à ce moment-là, effectivement, on s'est adapté. Mais pendant de nombreux changements qui ont pu avoir par rapport à l'ouverture des restaurants, ce genre de choses, on a vraiment d'ailleurs au niveau du taux d'occupation, on a vu ça a stagné parce qu'il y a ceux qui voulaient vraiment partir, mais il y a aussi ceux qui étaient en attente. Et pour notre hôtel, en tout cas, la mise en place du pass sanitaire a été un événement positif parce que ça a rassuré les clients internationaux et ça nous a fait revenir du coup la clientèle UK, suisse et allemande. Pour, encore une fois, l'expérience personnelle. Pour Anti. Non, mais moi c'est pareil, oui, le pass dans lequel on avait tant peur, finalement ça s'est extrêmement bien passé, les gens n'étaient pas du tout agressifs, ils le présentaient volontiers, et effectivement c'était même un gage de sécurité pour eux. Et je suis d'accord avec Céline, c'est pareil, j'ai eu 0 réservation, alors faut avoir les nerfs solides, hein, parce que ça monte pas du tout. Ça baisse même. Ça baisse, oui, on a eu des vagues d'annulations effectivement successives, et on a vu que ça grimpait, mais on a fait du archi. Alors, moi, j'avais pas la même politique d'annulation, mais j'ai fait de l'archi last minute. C'est monté, mais on pouvait vendre, alors moi j'ai 36 chambres, on pouvait vendre 5 jours du matin pour le soir. Pour moi, c'est beaucoup. Donc, ça a été ça. Donc, moi, l'hyperréactivité, elle a été surtout pour les équipes. Adapter les équipes de femmes de chambre, de restauration. Ah oui. C'était rock'n'roll, hein. C'était compliqué. Ce qui est intéressant, Alice, c'est de voir par rapport à votre portefeuille client, comme vous avez une société, voilà, de voir quelle est la globalité qui s'est ressentie au niveau de ces établissements-là, qui doivent être en plus dans des périphéries urbaines ou en centre-ville, et justement peut-être pas des lieux atypiques un peu... Voilà, et puis ni que du 5 étoiles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un hôtel 4 étoiles ou 3 étoiles ne va pas faire de live sur son mini-bar. On est d'accord. Donc en fait, c'était aussi de réadapter des offres, c'était aussi un moyen de communiquer en disant on est toujours là, on continue de proposer des choses. Je prends des exemples, alors je sais qu'on n'aime pas trop qu'on parle de Paris ici, j'ai très peu d'hôtels à Paris, mais c'est un exemple qui me vient à l'esprit. On avait des hôtels qui avaient fait le parti de rester ouverts et qui ne le regrettent pas aujourd'hui parce qu'ils ont un hôtel qui est resté en ordre de marche et sur Paris, c'était pas un luxe. Qui, par exemple, on a proposé des offres au lendemain, on a su que les restaurants fermaient et que les hôtels pouvaient réouvrir, où on pouvait faire de la restauration à l'intérieur des hôtels. On a créé des offres, une chambre achetée, une chambre qu'on vous réserve pour pouvoir dîner dans l'hôtel. Ce qui fait qu'on avait quelque chose pour communiquer. Je ne dis pas que d'un seul coup on s'est mis à prendre 50 chambres par jour, mais ça a permis d'avoir un fil conducteur qu'on réadaptait en permanence avec les différentes annonces. Quand on avait un périmètre qui était... on a fait beaucoup de staycation. Alors je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est des gens de la ville qui dorment dans la ville. Parce on en discutait d'ailleurs sur Nice la dernière fois, les gens avaient envie de nouveautés, avaient envie de sortir de chez eux, avaient envie de manger quelque chose qu'ils n'allaient pas préparer eux-mêmes, même si on sait tous bien faire de la cuisine. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté-là où ils avaient quand même besoin de faire des choses et il fallait que nous on communique. Après, en termes de résultats, ça a permis à beaucoup d'hôtels de sauver les meubles, c'est-à-dire d'avoir quand même un petit peu d'activité, à certaines personnes de travailler, que ce soit les équipes, que ce soit les prestataires de services, c'est-à-dire qu'on a gardé un espèce d'écosystème qui fait qu'aujourd'hui l'activité repart, et je suis sûre que c'est étroitement lié, et on a été chercher de nouveaux clients qu'on ne pensait pas avoir dans certains types d'établissements.
Mais puisque tu lances le sujet là, de ceux qui sont restés ouverts, il y a un autre impact quand même. Le fait d'avoir continué à avoir des avis, ils sont encore présents, ils sont encore vivants partout. Alors que les autres ont disparu. Alors, tu prêches une convaincue. Outre le fait, en fait, le fait d'être resté, nous on a prôné l'ouverture à tout va. C'est-à-dire que on sait l'impact que ça va. Vous avez l'habitude d'avoir des fermetures annuelles, donc c'est quelque chose que vous gérez. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont très peu de fermetures annuelles, ou même qui n'en ont pas du tout, y compris en région. Et en fait, à partir du moment où on n'avait plus de trafic, on n'avait plus de visibilité, où on n'avait plus de commentaires clients, on savait que tous les efforts qui avaient été faits au préalable allaient allaient devenir caduques parce qu'on allait perdre justement toute cette visibilité qu'on avait. Et sans compter aussi des hôtels, alors je ne dirais pas laissés à l'abandon, mais je peux vous dire qu'en termes de réouverture, ça n'a pas été simple. Et au niveau des équipes, c'est pas à vous que je vais dire qu'en termes de main-d'œuvre, en ce moment dans l'hôtellerie, c'est un peu compliqué. Donc il y a eu deux attitudes. Celle de se dire, moi je prends le chômage partiel, je ferme tout, et puis à l'année prochaine les amis. Et puis ceux qui se sont dit, bon, on va essayer de tenir le plus longtemps possible, avec des petites périodes de fermeture. Une fois de plus, quand je parle du confinement, ça servait strictement à rien de rester ouvert. En revanche, voilà, ça a été des petites périodes assez interrompues, et on est assez content en fait du résultat de cette stratégie-là, mais qui, une fois de plus, c'est spécifique en fonction de la masse salariale de l'hôtel, en fonction du type de service qu'il peut proposer, en fonction de là où il se trouve aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à demander? J'avais une question sur la durée du booking window. Est-ce que vous avez vu une grosse modification? J'ai cru comprendre que oui, vous aviez eu beaucoup de last minute, mais vous êtes passé de combien à combien? Booking window, c'est en combien de temps à l'avance les gens? Alors moi, je suis dans cet établissement depuis, c'est la 3e saison que j'ai fait. Donc mon historique, il est de 3 ans. Et depuis donc 2019, qui était l'année de référence normale, plus les années, plus on vient vers 2021, plus c'est court. Et cette année, on était... la fenêtre de réservation, elle était vraiment... Alors, j'avais quand même un matelas, on va parler de juillet-août, j'avais quand même un matelas à J-15, voilà. Et après, entre J-15 et J, on était capable de remplir l'hôtel. Enfin, on était capable. Ça sonnait, on ne se mettait pas devant la porte, mais ça sonnait, les réservations tombaient, il y avait une vraie envie. Les gens avaient été assoiffés de sortir. Et effectivement, ils attendaient les annonces et le là du gouvernement pour dire là c'est sécure, là c'est en zone rouge, on n'y va pas, là c'est en zone verte. Enfin, tout ça a profité à la prise de décision de la clientèle, et effectivement c'est cet environnement-là qui était instable qui a causé ce last minute. Alors avant il y avait du last minute parce que les gens cherchaient le prix et qu'on avait bien compris que plus on réservait tard, plus on pouvait tomber sur l'offre, mais là c'était différent en fait. Là les clients ils cherchaient de la sécurité et donc ils s'engouffraient et on a dit non, mais on a eu pléthore de demandes et à laquelle on n'a pas pu répondre. Et je crois qu'il ne faut pas dissocier la notion de booking window en ce moment avec la notion de flexibilité du tarif. C'est-à-dire qu'en fait, nous on a vu bien évidemment une fenêtre de réservation se réduire drastiquement et c'était normal parce que les gens n'avaient absolument aucune visibilité. Mais ce qui nous a intéressé, c'était pas spécialement la booking window, c'était les taux d'annulation, c'est-à-dire de voir en fonction des gens qui réservent à J-X, quelle est la concrétisation de ces... et surtout quel est le taux d'annulation qu'on a au lendemain d'une annonce. Et là, honnêtement, aux hôteliers maintenant de revenir eux-mêmes à la normale. C'est-à-dire que si on remet en place des tarifs semi-flexibles, si on remet en place des stratégies ascendantes, c'est-à-dire qu'on démarre avec un prix et on part du principe qu'il ne fera que s'augmenter en fonction du remplissage du prix moyen et aujourd'hui de ce qui se passe autour de nous, mais a priori, j'espère que le pire est derrière nous. Ça devrait, la booking window, c'est à nous aussi, et à vous, en tant qu'hôtelier,
faire en sorte qu'elle s'étende en ayant des politiques d'annulation adaptées, en ayant une stratégie qui va dans ce sens-là, et de ne pas donner l'habitude au client de casser les prix au dernier moment, parce que c'est une habitude qui reprend très vite le client. Voilà. Dans tous les cas, Air France remontre aux gens que réserver le tard, c'est cher. Mais ils ont plein de tarifs flexibles maintenant. Oui, tout est remboursable pour l'instant. Ça. Ah ouais. C'est juste un peu dur de se faire rembourser. Oui. Voilà. Ça dépend de son statut. Je suis plutôt bon client, j'ai plutôt un bon statut, j'ai plutôt tous les outils, et c'est quand même long. Mais bref, on va parler d'Air France quand même. On n'est pas là pour ça. On a parlé de la déprime des Français. Ce qui est amusant quand même, c'est qu'on a parlé de revenu management, puis on n'a quasiment pas parlé de technologie. On a parlé de plein de choses, de marketing, d'accueil, de relations, etc. Donc ça veut dire que le revenu management finalement, c'est la partie technique du pricing, n'est qu'un élément de la démarche de revenu management. Ça, c'est un élément que beaucoup d'hôteliers n'avaient pas vraiment compris. Le revenu management, pour eux, c'était juste faire du yo-yo et ça s'arrêtait là. Il y en a quand même beaucoup qui sont dans cette chose-là. Quelle direction pour la technologie, tiens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va se passer dans la technologie du yield management? Je pense pas du bien, non. En fait, nous on travaille sur les technologies existantes. On n'a pas notre propre technologie, on utilise celle que les hôtels ont. Mais quand j'entends technologie, moi j'entends plus PMS, j'entends plus Channel Manager, j'entends plus CRM, j'entends plus ça en fait. Tout ce qui va être algorithmique et qui va permettre de positionner des tarifs, forcément, ça va devenir obsolète au moins pendant un certain temps. Il faut garder à l'esprit que les outils de pricing et les outils de RM, c'est à mon sens des outils qui sont des indicateurs et qui permettent effectivement de conforter une position ou de permettre, parce qu'il va y avoir des price checking, parce qu'il va y avoir tout ça, mais il faut vraiment laisser, et je rejoins complètement Guilain, la techno dans ce domaine-là, là où elle doit rester, à savoir un élément de travail, mais en aucun cas un élément sur lequel il faut fier complètement sa prise de décision. Céline, ça vient moi dire. Oui, en fait, par rapport à cette idée de revenu management, en fait, et de la définition du revenu management, qui est en fait d'optimiser le revenu là où on a de la demande et en fait de créer de l'offre quand on a moins de demandes. L'idée, c'est que effectivement, on a des outils à disposition, on a de la technologie, mais aussi le revenu management, c'est vraiment l'observation du marché. Et encore une fois, si on se borne à regarder juste des KPI mathématiques, pour moi, on occulte complètement une dimension humaine. Et en fait, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure par rapport à cette dimension humaine. C'est parce qu'aujourd'hui, mine de rien, c'est un homme avec un cœur qui est derrière son ordinateur et qui réserve un séjour. Pas de femme? Et un homme avec un grand H. Et donc, du coup, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il faut observer et vraiment sentir le marché et utiliser les outils technologiques qui sont à notre disposition pour optimiser après notre rentabilité. Et en fait, voilà, je veux dire que ça va être difficile d'avoir une innovation technologique possiblement qui va pouvoir sonder à l'avance par anticipation la tendance. Et peut-être bien que le moral ou les courbes qui vont refléter en fait la vie sociale ou les volontés de voyager, etc., vont aussi servir à optimiser notre revenu par la suite. En tout cas, c'est vraiment une position que je prends moi personnellement par rapport à ça, qui est que voilà, l'optimisation, le remplissage, l'accroissement de ce revenu, il ne peut être occulté d'une dimension humaine à côté. Humaine et commentaire client aussi, par exemple. C'est-à-dire que l'exemple du commentaire client illustre totalement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le commentaire client est un KPI indispensable dont on doit se servir aussi pour optimiser son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est absolument indissociable. Tout à fait. Et ça rentre dans une véritable démarche client. Et la véritable démarche client, c'est difficile de la faire transparaître juste par un outil. Voilà. Ouais. Et ça tombe bien parce que la technologie, justement, est en train de fusionner le marketing et le yield. Enfin, les outils anciens
On voit Sandine qui a acheté un AMS, on voit d'autres choses comme Libra qui bougent dans la direction, qui fusionnent marketing et pricing pour que le même outil ait l'intelligence d'écrire en amont, d'actionner les leviers marketing et pas uniquement le levier du prix. Il n'empêche que si tu n'as pas un contrôle derrière de tout ça, d'une part, et que d'autre part, il faut que les indicateurs qui soient pris soient les bons, parce qu'il y a ça aussi. Je vous donne un exemple. Quand on fait des analyses concurrentielles des hôtels, et Céline l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément aller chercher un hôtel 5 étoiles dans un périmètre de 200 km. Elle va aller chercher un hôtel qui a les mêmes caractéristiques. Et ça, il n'y a que vous, en tant qu'hôtelier, qui pouvez définir ça et définir votre concept. Il est très souvent, et je prends vraiment la liberté de le dire, très mal défini. C'est-à-dire, on se dit, je suis un 4 étoiles, je vais regarder tous les 4 étoiles dans la rue, ou tous les 4 étoiles qui sont pas très loin dans un périmètre donné. Là, ça va toucher effectivement une clientèle corpo particulière, mais ce n'est pas l'intégralité de la clientèle. Donc, même si on a tous les systèmes qui fusionnent, effectivement, ils sont toujours très étroitement liés au prix. Et le prix, comme on l'a dit, ce n'est pas le critère déterminant de choix, en tout cas, aujourd'hui, peut-être dans les mois qui viennent. Après, je suis pas devin, malheureusement. Et peut-être que ça reviendra à une attractivité du prix, mais j'en doute. Céline, oui, c'est exactement ça. En fait, on est tous, si on prend le périmètre de la Côte d'Azur, on vend tous du soleil, de la mer, voilà, de beaux hôtels, du luxe, etc. Même, je veux dire, les hôtels qui sont des hôtels 2 étoiles ou même non classés, c'est quand même un luxe de pouvoir être dans une région qui a autant de soleil et qui est avec de la montagne, de la mer et autant d'activités à proximité en un périmètre assez réduit finalement. Hein. On a accès à toute cette culture, tout cet art. Bon, bref, on ne va pas faire le détail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ça, on est tous plus ou moins positionnés, même si on a des niveaux différents, sur un produit qui se trouve dans un périmètre similaire. Et donc, en fait, le prix va souvent être fonction du marché. On va se démarquer peut-être à quelques dizaines d'euros près, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Ce sont les commentaires clients. Voilà. Et ça, c'est important aussi parce que la réputation, elle a vraiment tout son sens par rapport à comment se différencier des autres établissements et axer sa communication aussi avec de la réactivité par rapport à ce qui se passe. Effectivement, c'est aussi utile parce que être créatif pour se démarquer des autres quand on vend tous de la mer, du soleil et de la Côte d'Azur, eh bien, c'est ça qui fait aussi la différence. Il n'y a pas que seulement le prix et la déco de l'établissement. Voilà. Donc, le sujet précis, c'était l'impact de l'hyperflexibilité sur le revenu management. Ouais, ça a beaucoup évolué pour moi, l'hyperflexibilité et le revenu management. Du coup. Karine? Ça le rend plus intéressant aussi, quand même. On ne peut pas la faire taire, hein, c'est terrible. Ça le rend humain, en fait. Ouais. Et on travaille avec qui? Avec des humains, avec des gens qui ont... Nous, on est des accueillants, en fait. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas des chiffres. On est des accueillants et on accueille des clients dans nos maisons. Il faut vraiment valoriser nos produits à leur juste valeur, en fait, et faire comprendre aux clients que c'est pas seulement un prix. On propose des services, il y a de la masse salariale derrière, il y a des coûts. À un moment donné, on est des entrepreneurs et il ne faut pas l'oublier. Si on commence à faire du dumping pour pour avoir peur de penser qu'on va remplir tout simplement, je vais prendre un cas très concret. Hein, j'espère qu'il n'y a pas d'account manager de chez Booking.com dans la salle, mais dans tous les cas, c'est pas grave, j'assumerai mes propos. Ils ont clairement eu la politique, par le biais de la virtual card, de marger sur leur taux de commission, d'accord, pour leurs clients Genius ou leurs clients fidèles. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on n'a pas su ça, et on a juste eu des clients qui nous ont appelés en nous disant, mais je trouve un tarif là sur Booking, il est 50 € moins cher que vous, c'est normal? Alors forcément, on a un prix d'appel qui est plus haut. Hein. En cas d'Anti-Beach Hotel, le prix moyen hors taxe de la saison, là, c'était 734 €. Donc c'est sûr que quand on a une commission minimum 15% pour Booking, forcément, quand il y a une petite marge de leur part pour faire profiter leurs clients, ça impacte beaucoup. 50 €, c'est énorme sur un prix de chambre. Mais ils ont été vraiment surpris. Ils pensaient que c'était une arnaque. Le dumping, c'est pas bon, ni pour l'image de l'hôtel, ni pour la confiance du client. Il en est là à se dire, mais attends, là, il y a un loup, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc,
Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut valoriser, pas oublier qu'on est des entrepreneurs, on est là pour travailler, le client change. Alice l'a dit aussi tout à l'heure, les commentaires sont très importants, les clients sont aussi très agressifs parfois et il ne faut pas céder à cette agressivité. On est là, comme Karine l'a dit, on est des hôteliers, on est là pour accueillir, pour servir le client, on lui propose un séjour, une expérience, des émotions. Et à un moment donné, tout ça doit nous servir aussi, parce qu'on n'est pas là pour faire juste de la figuration. On doit aussi optimiser nos revenus, et on a beaucoup perdu d'argent avec ces 2 dernières années. Donc le retour à la normale doit aussi passer par moins de flexibilité, sans pour autant tomber dans l'excès de dire on n'est plus du tout flexible. Il faut garder ça et capitaliser sur les relations humaines de fidélisation de clientèle qu'on a pu avoir. Merci Céline. En fait, j'allais passer la main à Alice pour conclure, mais finalement, je crois que tout a été dit là maintenant. Non ? Non, c'est Alice quand même qui va donner le mot de la fin. En fait, ce qui est plutôt bien, c'est que on ne s'est pas concerté du tout avant, mais on est avec des points de vue très différents, vraiment d'accord sur cette notion-là. Moi, je peux être que heureuse de voir, que d'entendre parler de tous ces critères, de tous ces paramètres, de toutes ces conditions quand on parle de revenu management. Et vraiment, je pense qu'il faut être assez optimiste pour ce qui arrive, qu'un retour à la normale est en train de se faire et qu'il faut juste faire attention de ne pas le faire de manière trop drastique d'une part, effectivement d'aller très progressivement sur l'hyperflexibilité et la rendre de moins en moins accessible d'une part, mais il faut faire attention aussi de rééduquer le client. Parce que les codes ont complètement changé, les habitudes de consommation ont complètement changé, mais il y a quand même du bon à retenir. Je parlais du télétravail, je parlais de certaines réservations dernière minute qu'on n'avait pas, mais qu'on a quand même, de la clientèle française qui vient et qu'il faut choyer et qui va peut-être revenir et qui va certainement revenir. Donc il faut quand même en tirer ces enseignements-là, mais attendre, quand même espérer un retour à la normale en termes d'organisation stratégique des établissements. Il est 56, donc il va falloir qu'on libère la salle quand même. Merci à toutes et tous. Merci. Bonne fin de journée.